Bonjour tout le monde. Donc on commence ce cours de politique linguistique, hein. Vous avez peut-être regardé l'introduction, je l'espère. J'espère que vous êtes allé au bout des 52 minutes. J'y suis comme toujours un peu bavard, d'autant plus que là je raconte ma vie. Donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Bon, c'est pas inintéressant de savoir qui parle et d'où il parle, comme on disait au bon vieux temps de Paris 8, et donc de connaître un peu l'histoire des gens qui vous parlent. Aujourd'hui, on va travailler sur plusieurs concepts. En fait, on va regarder un peu en détail les concepts qui sont derrière les politiques linguistiques et les différentes dénominations qu'on a pu donner des politiques linguistiques ou des glottopolitiques. Et on va voir comment différents auteurs, donc on se donnera aussi quelques éléments de bibliographie. J'ai déjà mentionné évidemment Louis-Jean Calvet. On mentionnera beaucoup, on va travailler beaucoup à partir d'un certain nombre de vidéos qu'a fait mon collègue Serge Borg, qui est conseiller de coopération actuellement en Israël, qui a été conseiller de coopération au Brésil pendant un moment, que j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois, et entre autres à Bangkok, quand j'étais attaché de coopération linguistique à Bangkok. Il était venu pour le grand colloque qu'on avait organisé en l'honneur de la princesse Galiani. Je vous le raconterai éventuellement plus en détail. Donc on va parler aujourd'hui de différents concepts, donc les concepts évidemment de politique en fait, et avec la distinction politique-politologie, en fait donc politique, l'art évidemment de gouverner et d'influer sur des décisions qui concernent des grandes populations, hein, ou des groupes de populations, et qui implique une idéologie en fait, et la politologie donc qui est un discours sur les politiques, une analyse des politiques. Vous allez voir que évidemment les politiques linguistiques sont des choses qui sont très liées en fait à des questions politiques, économiques. L'économie est évidemment fortement liée aussi à la politique, et idéologique. Souvent on agit en fait en fonction de questions idéologiques, c'est-à-dire qu'on a un idéal ou un certain nombre d'idées qui nous poussent à agir de telle ou telle manière, un certain nombre de valeurs. Je veux dire, vous voyez par exemple que dans la devise par exemple de l'État français, ce sont que des valeurs qui sont exprimées, hein, liberté, égalité, fraternité, ou alors on va avoir le gros concept de démocratie ou de laïcité. Donc on va avoir des concepts éminemment idéologiques derrière les politiques en général, et plus particulièrement derrière ce qui nous intéresse directement, c'est-à-dire les politiques linguistiques. Donc on l'a dit, une politique linguistique passe souvent, en fait, un des axes essentiels des politiques linguistiques sont les politiques linguistiques éducatives. Parce que c'est avec l'éducation en fait qu'on façonne les populations, hein. Jules Ferry l'avait bien compris quand il a institué l'école libre, gratuite et obligatoire pour tout le monde. Donc c'est avec l'éducation en fait qu'on façonne les populations, et en grande partie, leur idéologie, et aussi leurs aspects linguistiques, donc les langues qu'elles vont parler comme langue première, les langues qu'elles vont apprendre comme langue seconde. Donc vous voyez que tout ça, là aussi, est très dans le politique. On verra par exemple en fait que dans la politique linguistique éducative française, en fait, elle avantage beaucoup finalement l'anglais, puisque c'est la seconde langue la plus étudiée, qui a laminé progressivement toutes les autres, hein, malgré les discours sur la diversité linguistique, etc. On verra que c'est un avantage incontournable, incomparable, qu'à l'anglais. Dans tous les programmes bilingues qu'on peut faire, en fait, on va trouver principalement des programmes bilingues orientés anglais, et la dynamique est telle que quand vous avez des programmes bilingues avec des échanges avec des pays anglophones, eh bien, ce sont les pays anglophones qui attirent les enseignants, les élèves, et ainsi de suite. Et ça s'explique évidemment par des questions de domination économique et de domination culturelle, et aussi bien sûr de globalisation, hein, comme on l'a dit et comme on le reconfirmera en fait. Évidemment, c'est évident, hein, l'anglais, ou plutôt le globish, est la langue d'intercommunication planétaire, donc celle que tout le monde veut apprendre. Et il n'y a pas finalement de jugement moral à porter sur tout ça. Je veux dire, c'est un fait simplement. Je veux dire, avec la massification en fait
des échanges internationaux, ça ne tend qu'à s'amplifier en fait. Donc on va regarder un certain nombre de définitions de vocabulaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une politique? Qu'est-ce que c'est qu'une politique linguistique? Qu'est-ce qu'on met sous le terme d'intervention? Comment les gouvernements, les États, les groupes constitués de locuteurs d'une langue ou d'une manière plus diffuse, des groupes de locuteurs en général, vont planifier, enfin vont mettre en place des interventions. Alors les plus observables, évidemment, sont celles des États. On verra que les États interviennent sur les politiques linguistiques, sur les politiques linguistiques éducatives en particulier. Bon, là, dans ce domaine-là, les différents pays où je suis allé ont chacun leur histoire spécifique et on peut très bien voir en fait qu'il y a derrière ces histoires des politiques linguistiques. Bon, la Mauritanie, par exemple, la progression depuis la décolonisation vers l'arabisation totale en fait du pays, hein, vers la promotion de la langue arabe. Du côté de la Thaïlande, donc on a eu aussi un laminage évidemment des différentes langues vernaculaires locales. L'Asie du Sud-Est a été aussi et est toujours un endroit très très riche du point de vue de la densité linguistique. Hein. Je veux dire, on parle des quantités de langues en Thaïlande, mais on a évidemment très clairement favorisé le thaï, et ça a été une affaire royale d'ailleurs, puisque la graphie du thaï actuelle a été normalisée par les souverains des époques passées. Donc on a toujours une intervention linguistique. Là tout récemment, bon, tout récemment, il y a déjà une dizaine d'années, mais quand j'étais au Vanuatu, donc on a travaillé sur la politique linguistique éducative. Là de même, il y a des décisions prises par l'État pour favoriser telle ou telle langue, éradiquer ou minimiser le poids de certaines autres. Je pense par exemple au bishlamar, et aussi d'ailleurs aux langues vernaculaires. Je veux dire, donc, et qui sont plus ou moins aidés d'ailleurs dans des petits pays comme le Vanuatu, par l'action des bailleurs de fonds, malgré leur discours pro-diversité linguistique. En fait, on a très bien vu que la coopération australienne et la coopération néo-zélandaise, on avait très peu à faire, enfin surtout la coopération australienne évidemment vu l'histoire, très peu à faire des questions de diversité linguistique au Vanuatu. J'ai été beaucoup plus préoccupé du coût du système éducatif qui finance en grande partie que de la diversité linguistique. Donc intervention, planification, donc une fois qu'on a décidé de tel ou tel type d'intervention, enfin tout ça paraît c'est un peu là dans de la politique in vitro, hein, je veux dire, parce que bien sûr sur le terrain tout ça devient beaucoup plus diffus, beaucoup plus complexe. Donc une fois qu'on a décidé d'une intervention, on planifie en fait cette intervention. Et là aussi, on verra que les planifications sont on est là aussi dans un domaine avec des agendas multiples et compliqués. Si vous décidez d'une réforme du système éducatif, une réforme du système éducatif, ça prend 15 ans, 20 ans avant qu'on voit les résultats. C'est-à-dire que vous allez avoir des enfants qui rentrent au niveau de la maternelle, donc ils vont passer 2 ans, ou même des fois 1 an seulement, ou même pas d'année du tout dans la maternelle, selon les pays. Puis ils vont avoir 6 ou 7 ans de primaire, donc vous êtes déjà à plus 10 en fait par rapport au moment où vous avez commencé à appliquer vos réformes. Et là, vous commencez à avoir des résultats. Et évidemment, vous voyez vraiment les résultats que quand ils arrivent dans l'âge adulte et sur le marché du travail, donc aux alentours de 18 ans, donc à plus 12 au moins, à plus 15 ans après le début de l'intervention planifiée. Donc ça suppose de planifier à long terme et avec un temps très long, qui est un temps plus long en fait que ce que durent en général les gouvernements. Bon, vous voyez, en France, on en est maintenant à 5 ans, après avoir été à 7 ans. Le président fait un septennat. Donc 5 ans, c'est très court finalement sur ce genre de temps-là. Et les décisions à prendre du point de vue linguistique, donc qui peuvent être des décisions qui vont coûter beaucoup d'argent, donc on les prend en laissant le bénéfice ou les aléas
à vos successeurs, à ses successeurs. Je veux dire, si on décide aujourd'hui de changer complètement la politique linguistique éducative de la France, eh bien, ce n'est pas Emmanuel Macron, évidemment, qui va ramasser les billes ou qui enverra les résultats. Donc, vous voyez que ça, c'est complexe, c'est question d'intervention et de planification, parce que ça suppose de prendre en compte un temps très très long. Bon, vous me direz, c'est un problème assez général quand on planifie aussi des réformes, bon, par exemple sur le maintien de l'état écologique de la planète ou la dépollution de la planète, c'est aussi des décisions qui peuvent avoir des conséquences à très très long terme. Et donc là aussi, on est dans des choses qui sont difficiles à décider pour un gouvernement, parce qu'il va falloir faire des efforts dans l'immédiat pour voir des résultats des fois beaucoup plus loin. Donc aménagement linguistique ensuite, donc là on est quand on travaille après les interventions, la planification, etc., on travaille sur l'existant et on aménage ce qui se passe sur le terrain. Voilà, on regardera aussi de près les notions de curriculum, en fait, donc pour la partie politique linguistique éducative. Et donc là, qui dit curriculum dit en fait programme éducatif, hein. Donc savoir ce qu'on va enseigner, comment on va l'enseigner, évidemment, bon, dans quelle langue, bien sûr, puisqu'on est dans les politiques linguistiques éducatives, et avec quelle philosophie. Vous verrez qu'en fait, là aussi, on a des questions qui relèvent des questions de langue et de culture. Les gens qui parlent la même langue ne partagent pas forcément la même culture. C'est le cas des Anglais et des Américains, par exemple. Parlent pratiquement la même langue, mais ils ne partagent pas du tout la même culture. C'est très différent, en fait, quand vous allez en Angleterre ou quand vous allez aux États-Unis. Ce sera le cas pour nous aussi, évidemment, pour nous francophones, par rapport aux Québécois, ou dans une moindre mesure, probablement par rapport aux Belges, ou dans une mesure différente par rapport aux Sénégalais, aux Ivoiriens, etc. Donc vous voyez que ces questions de curriculum, en fait, c'est non seulement, et ça j'aurai une belle illustration aussi sur la question du Vanuatu, c'est non seulement une question de langue, mais aussi une question de philosophie éducative, en fait. On verra que la philosophie anglo-saxonne, en gros, hein, même s'il y a probablement des différences entre ce qui se passe en Australie et ce qui se passe aux États-Unis, il y a quand même des parentés, avec ces conceptions très curriculaires, en fait. Donc le curriculum statement, l'élaboration du curriculum. Donc c'est très britannique et anglo-saxon. Et la notion de curriculum est un peu différente probablement de la notion de programme scolaire à la française. La philosophie qui est derrière ces deux idées-là est assez différente. On verra qu'en fait, il y a deux discours différents sur ce que c'est que la liberté de l'individu. Puisque, bon, pour les anglo-saxons, en général, dans les curriculums, il s'agit de donner des connaissances qui soient utiles, pragmatiques sur le plan professionnel, mais qui ne modifient pas en profondeur l'individu, si j'ose dire. Enfin, il y a une philosophie un peu différente chez les Français où on essaye de former des citoyens, en fait, de leur faire intégrer complètement des valeurs et on a une philosophie de l'éducation un peu différente. J'ai quelques bons exemples en fait sur le Vanuatu toujours. Donc on travaillait par exemple avec le Vanuatu Institute of Technology, donc qui forme tous les gens qui vont faire des carrières technologiques, que ce soit des maçons, des mécaniciens, des menuisiers, des couvreurs, enfin donc quand vous formez un maçon chez les Anglais, bah, vous lui apprenez à faire du ciment, à poser des briques, etc. Bon, il n'y a pas de différence entre les briques et les parpaings. C'est pas parce qu'ils sont anglais qu'ils posent plus de briques que de parpaings, mais ils sont anglophones. Mais en tout cas, chez les Français, la vision de la chose est différente. Il va y avoir une espèce d'enseignement de l'éthique en même temps du maçon et un enseignement qui ira plus loin en fait dans l'explication des processus. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer de la chimie en fait du ciment. On va aller plus loin pour que vous soyez capable en fait de faire évoluer vous-même votre profession. C'est-à-dire que vous soyez capable de comprendre en fait les tenants et les aboutissants pour que vous puissiez faire évoluer la profession. C'est assez différent.
c'est moins orienté en fait vers... on a plus une idée en fait, nous de notre côté, sur notre idée de la liberté de l'individu, c'est que l'individu soit à même de se réformer lui-même en fait et de concevoir de concevoir des dispositifs particuliers. Un bon maçon en France, il sera capable en fait de fabriquer du ciment avec de la coquille, avec des coquilles d'huîtres par exemple, ou de la chaux plutôt avec des coquilles d'huîtres. Je veux dire, ce que ne sera pas forcément maîtrisé le maçon anglophone. Mais en même temps, du coup, ça nous conduit à être très très verbeux en fait, à tenir beaucoup de discours sur ce que c'est que la liberté, les concepts, etc. Donc du coup, à être considéré souvent par des anglo-saxons comme des gens très très portés sur la théorie et peu sur l'action. Voilà, donc on regardera aussi les dispositifs, donc curriculum, dispositifs, philosophie de l'éducation. Bon, bien évidemment, il faudra se garder, enfin j'essaierai de me garder en fait de porter des jugements sur tel ou tel type de philosophie. On essaie de démonter tout ça et d'analyser un peu les processus qui les sous-tendent. Quand on parle par exemple de la francophonie, bon, on en parlera beaucoup, hein, je veux dire, la francophonie, vous verrez que l'Organisation internationale de la francophonie et ses différents bras, en fait, que ce soit l'AUF, TV5 Monde, etc., ont aussi un discours éminemment politique et avec des valeurs qui ne sont pas forcément complètement réfléchies. En fait, des idées sur la démocratie, en fait, on associe la langue à la démocratie, par exemple. On peut s'interroger sur pourquoi faire de telles associations et est-ce que c'est vraiment justifié, en fait. Voilà, donc on va regarder tout ça en commençant par regarder une vidéo où mon collègue Serge Borg explique ces différents concepts. Une vidéo qui a été tournée par les amis de l'Institut français du Maroc, donc Arnaud Pagnier qui était en poste à ce moment-là à l'IF du Maroc. Voilà, donc là vous avez la chaîne YouTube que vous connaissez, hein, je veux dire donc où il y a tous mes différents cours. Donc vous allez évidemment dans les playlists et dans les playlists vous allez trouver bon, tous les cours que vous connaissez déjà et celui qui nous intéresse aujourd'hui donc qui est politique linguistique. Donc si vous affichez toute la playlist en fait vous allez avoir les vidéos de cours, donc le premier cours qui était en fait l'introduction, hein. Après vous avez une vidéo ici de Louis-Jean Calvet qu'on regardera en détail et plusieurs vidéos de Serge Borg donc, dont je viens de vous parler, donc Serge Borg qui est conseiller de coopération et d'action culturelle et on va regarder aujourd'hui la partie 1 d'une conférence qu'il a faite à l'Institut français du Maroc, donc où il y a un certain nombre de définitions des termes dont je vous ai parlé à l'instant, qui vont nous permettre en fait de nous appuyer sur les définitions que propose Serge pour éventuellement les compléter ou en discuter. Donc on va regarder ceci tout de suite. Bonjour, mon nom est Serge Borg, professeur à l'Université de Franche-Comté à Besançon et président du Forum mondial des centres universitaires de langue Héraclès, le réseau de chercheurs en sciences du langage, membre titulaire de l'Agence universitaire de la francophonie. Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui dans ce programme de conférences en didactique du français langue étrangère pour vous parler de politique linguistique et plus particulièrement de politique linguistique et éducative. En effet, que recouvre cette discipline qui s'affirme actuellement dans le champ des sciences humaines ? Quel est son objet et son projet à la fois scientifique mais aussi professionnel ? C'est ce que nous allons tenter de résumer en 3 parties. La première vous proposera une définition des plus synthétiques afin d'en saisir les fondements épistémologiques ainsi que les principaux enjeux qu'elle représente sur le plan sociétal. La seconde s'emploiera à vous montrer l'action de contextualisation que sous-tend toute mise en œuvre d'une politique linguistique à la lumière de paramètres anthropologiques qui la déclinent et qui relèvent à la fois de l'institutionnel, du civilisationnel et bien sûr des cultures d'enseignement et des cultures d'apprentissage propres à chaque pays.
Enfin, la troisième partie identifiera les paramètres tangibles susceptibles d'évaluer les impacts réels d'une action de politique linguistique afin de circonscrire au mieux le chemin parcouru et très souvent celui qui reste à faire. Première partie de ce triptyque donc pour vous proposer une définition de cette discipline. D'une manière générale, on appelle politique linguistique toute politique mise en œuvre par un État à propos d'une ou plusieurs langues en usage dans les territoires qui relèvent de sa souveraineté pour en modifier le corpus ou le statut. Dans la plupart des cas, il s'agit d'en conforter l'usage et d'en limiter la diffusion et parfois même de viser à sa suppression. Une politique linguistique peut consister à faire évoluer le corpus d'une langue en adoptant un système d'écriture. C'est le cas de la langue turque, dont l'alphabet arabe a été remplacé par l'alphabet latin sur une décision purement politique du président Mustafa Atatürk, lors des réformes consécutives à la création de la République de Turquie en 1923. Une politique linguistique peut également fixer le vocabulaire d'une langue donnée par l'établissement du lexique, des dictionnaires tels que celui établi par l'Académie française, mais aussi en statuant sur des règles grammaticales, par exemple le genre, l'écriture inclusive qui fait la une en France actuellement, ou encore en favorisant la création terminologique pour limiter les emprunts aux langues étrangères. Par ailleurs, une politique linguistique peut également modifier le nom d'une langue pour la mettre en adéquation avec la région ou l'État que l'on veut distinguer, par exemple la Moldavie, le Monténégro, ou bien en se basant sur des références historiques et culturelles différentes, l'hindi et le ourdou, le malais et l'indonésien, le bosnien et le croate, le monténégrin et le serbe. Enfin, une politique linguistique peut délibérément modifier le statut d'une langue en lui conférant celui de langue officielle, co-officielle, seconde, d'enseignement ou de scolarisation, comme c'est souvent le cas dans les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, mais aussi en la reléguant au niveau de dialecte minoritaire. Ajoutant pour finir qu'elle peut même promouvoir une langue artificielle comme ce fut le cas pour l'espéranto, ou recréer une langue dont l'usage s'était perdu, comme l'hébreu en Israël, par exemple. Nous proposerons ici une matrice opératoire à visée englobante et structurante, dont l'enchâssement permet d'identifier les différents paliers qui structurent et animent le champ de ce que l'on nomme généralement les politiques linguistiques. Nous partirons de définitions existantes pour baliser ce champ épistémologiquement mouvant, dont les contours ne sont pas toujours perceptibles dès lors que l'on parle de glottopolitique, de politique linguistique et éducative, et de leurs modes opératoires que sont l'intervention, la planification, l'aménagement et le dispositif linguistique et éducatif. Voilà, donc une distinction importante en fait, c'est l'intervention sur le corpus et l'intervention sur le statut des langues. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est deux notions qu'il faut que vous fixiez bien dans vos idées. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'intervention sur le corpus d'une langue et qu'est-ce que c'est que l'intervention sur son statut? Hein, vous avez vu, donc la modification du corpus, c'est quand on modifie, quand on agit législativement ou quand on agit à travers le biais d'une institution comme l'Académie française, une institution qui défend l'esthétique de la langue ou sa correction, etc., pour modifier la terminologie, enfin le vocabulaire de la langue, donc par exemple faire entrer de nouveaux mots dans le dictionnaire, favoriser la création terminologique, par exemple on va dire ordinateur au lieu de computer, par exemple, au lieu d'emprunter le mot anglais, on va créer un mot français, au lieu de dire software, on va dire logiciel. Hein, donc tout ça ce sont des choix qui visent à modifier le corpus de la langue, tous ces choix de vocabulaire. Voir la graphie simplement. Vous avez vu peut-être ces réformes où on écrit bulldozer, on écrit bulldozer, B-O-U-L-E-D-O-S-E-U-R, ce qui donne une étymologie un peu fantaisiste probablement, mais bon, voilà, c'est ce qu'a décidé l'Académie française. Donc vous avez ces modifications sur le corpus qui peuvent aller assez loin, puisqu'elles peuvent aller aussi jusque sur les règles grammaticales, sur l'institution la création d'institutions s'occupant en fait de la correction de la langue et qui édictent en fait les règles qu'il faut respecter pour parler correctement telle ou telle langue. Il y a beaucoup de discussions à ce propos-là. Hein. Ça fait très très longtemps que les linguistes
comme par exemple André Martinet, qui a écrit un article assez célèbre dans les années 60-70, qui s'appelle Les puristes contre la langue, qui montre que très souvent ces modifications de corpus sont improductives, voire même contre-productives. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont pas donner les effets prévus et elles vont plutôt faire qu'on va avoir un peu peur d'employer une langue aussi sur laquelle on a autant légiféré, à tel point qu'on va plutôt commettre plus d'erreurs que moins. Il y a beaucoup de discussions évidemment autour de ces modifications du corpus de la langue. Ensuite, le statut, donc ça aussi c'est une autre, les interventions au niveau du statut, c'est aussi une partie intéressante de ces questions linguistiques. C'est-à-dire qu'on va décider quelle est la langue officielle et quelle langue va être utilisée dans telle ou telle circonstance. Par exemple, au Vanuatu, vous avez 3 langues officielles, le français, l'anglais et le bichlamar, donc qui est un pidgin, qui est un assemblage en fait de français, d'anglais et de langue vernaculaire du Vanuatu, qui est parlé un peu partout dans la rue, à Port Vila, qui commence à devenir une langue maternelle pour certains Vanuatais. Donc ça, c'est les 3 langues officielles. Mais vous n'avez que 2 langues d'éducation qui seront le français et l'anglais. Donc on voit que là, en passant à la partie éducative, on a modifié le statut du bichlamar et on lui a d'une certaine manière interdit d'être une langue porteuse d'éducation, voire de culture. Ce qui reflète en fait la déconsidération de cette langue dans les élites cultivées du Vanuatu. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc on peut voir en fait qu'il y a des modifications de statut des langues qui peuvent être très très particulières. On peut aller évidemment politiquement quand deux parties d'un pays se séparent au terme d'une guerre civile, comme la Serbie et la Croatie. 2 langues qui sont rigoureusement similaires vont s'appeler de 2 façons différentes et vont probablement évoluer après de façon différenciée. Ou le cas que cite Serge, et je pense qu'on y reviendra, sur l'hébreu aussi, où là on fait revivre une langue qui n'avait plus du tout d'usage, qui n'était plus du tout parlée, qu'on ne retrouvait que dans des écrits, on l'a fait revivre au moment de la constitution de l'État d'Israël. Donc vous voyez qu'on peut avoir toute une série d'interventions en fait sur la langue et que ça peut changer un certain nombre de choses. Il y a aussi évidemment des résistances en fait de la part des groupes de locuteurs eux-mêmes. Je vous donnais l'exemple du français. L'évolution d'une langue, elle se fait principalement par les locuteurs, par leurs usages, par leur volonté de résister au changement ou au contraire de se différencier des autres. On en verra plein d'exemples. Voilà. Autre chose qui est intéressante à relever, je pense, c'est la question de l'épistémologie et du statut de la discipline des politiques linguistiques. Parce que ce croisement, en fait, entre politique et linguistique, il est probablement tout récent. Il est tout récent, même on peut le dire. On voit apparaître en fait les politiques linguistiques éducatives dans les années 90. Je veux dire, c'est le moment où elles ont une grandeur de gloire. Ça fait une petite trentaine d'années, mais ça continue. On les a vus apparaître aussi bien avant, en fait, en Afrique, au moment du renouveau en fait, de l'intérêt pour les langues vernaculaires africaines et pour la scolarisation quand c'était possible dans certains pays, comme par exemple la scolarisation en Bambara au Mali. Donc on a vu là apparaître des éléments de politique linguistique. Au moment de la colonisation, je pense, quelle qu'elle soit, en fait, de la colonisation de l'Amérique du Sud par les Espagnols, la colonisation de l'Afrique par les Français, je pense qu'on se fichait absolument complètement de la notion de politique linguistique et même de la notion, on n'avait pas du tout cette idée de domination linguistique, de suppression des langues vernaculaires, etc. Les langues des indigènes étaient considérées comme quelque chose d'absolument négligeable, en fait, et les colonisateurs arrivaient plein de bonne conscience avec leur langue qu'ils jugeaient éminemment supérieure à celle de tous les autres, parce qu'elles étaient
écrite. Elles avaient l'avantage, entre guillemets, de l'écriture. Elles leur semblaient être les seules langues porteuses de culture. Elles semblaient les seuls objets linguistiques désirables, en fait, auxquels on allait convertir immédiatement tous les gens qui se trouvaient sur le passage des colonisateurs. C'était aller évidemment un peu vite en besogne, et je crois que très très vite, on s'est rendu compte, relativement vite en tout cas, moi je daterais ça en gros du cours de linguistique générale de Saussure en 1912, quand Saussure, et puis quand un certain nombre de gens qui ont été en mission, enfin qui étaient soit des missionnaires, soit des interprètes coloniaux, ont mis en valeur les langues des populations colonisées ou des populations dominées. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que ces langues-là avaient un intérêt, une valeur, une portée, une culture, enfin qu'il y avait toute une série de choses, portée de traditions, de la tradition orale, une littérature orale éventuellement, éventuellement pour certaines langues aussi de l'écrit. Je veux dire qu'on avait souvent laissé un peu de côté. Je vous parlerai en détail du bambara que je connais un petit peu sur ces questions-là. Et donc à partir du moment où Saussure va dire que toutes les langues en fait ont une valeur égale, je veux dire, là ça va commencer à changer. Et que ce qui est premier, et ce que Saussure dit aussi, ce qui est premier dans la langue, c'est l'oral avant l'écrit. Et bien là aussi, ça fait un gros changement. C'est-à-dire que ça fait un gros changement épistémologique, un gros changement scientifique. Et on va commencer à regarder toutes ces langues-là, en particulier les langues non écrites et les langues africaines, par exemple, non écrites, comme justement le bambara, le dogon, le peul, le wolof, etc. On va commencer à les regarder d'un autre œil et à se rendre compte qu'elles peuvent être porteuses de toute une série de valeurs et intéressantes pour l'enseignement et aussi pour la convergence en fait, des systèmes éducatifs, comme on en parlera en détail. Commençons par la glottopolitique. Issu de la sociolinguistique critique française, ce concept de glottopolitique que nous devons à Louis Guépin et à Jean-Baptiste Marcellesi fédère tout ce qui prend en compte des réalités micro- et macro-linguistiques en explorant les interactions verbales du quotidien, registres de langue, normes et usages, mais aussi les interventions multiples de nature politique, planification, aménagement, dispositif, que nous retrouvons dans l'itinéraire d'enchâssement proposé par notre matrice opératoire. Dans la visée qui est la nôtre, à savoir le repositionnement conceptuel et terminologique, la glottopolitique trouve un prolongement naturel dans le palier que représente la politique linguistique. Le syntagme politique linguistique revêt des configurations très disparates dans les discours scientifiques et professionnels. Pour Jean-Claude Beaco et Michael Byron, la politique linguistique se définit comme étant une action volontaire, officielle ou militante, fondée sur des principes, économie, efficacité, identité nationale, démocratie, visant à intervenir sur les langues quelles qu'elles soient, nationales, régionales, minoritaires, étrangères. Dans leur forme, par exemple système d'écriture, nous venons de le voir, dans leur fonction sociale, par exemple le choix d'une langue officielle, ou dans leur place dans l'enseignement. On voit ici s'affirmer les dimensions volontaristes et militantes fondées sur des motivations politico-idéologiques évidentes, avec l'étape suivante qui apparaît en filigrane comme une conséquence logique, à savoir l'intervention. Didier de Robillard apporte un éclairage important sur la nature de cette intervention, en précisant qu'elle impacte à la fois le statut des langues, mais aussi leur corpus. C'est un ensemble d'efforts délibérés visant à la modification des langues en ce qui concerne leur statut ou leur corpus, ce que confirme Louis-Jean Calvé en ces termes. La politique linguistique est donc définie le plus souvent comme un ensemble de choix conscients en matière d'action sur le corpus ou sur le statut des langues, choix qui sont mis en pratique par une opération de planification. On voit là aussi se profiler à l'horizon de notre matrice opératoire une autre étape après celle de l'intervention, à savoir la planification. Louis Porcher et Violette Farouanoun soulignent eux aussi cette dimension volontariste, en élargissant le champ communautaire qui dépasse celui du domaine public pour s'appliquer également à la sphère privée et associative. Une politique linguistique, c'est donc l'action menée par une communauté pour développer au mieux, selon les objectifs visés, eux-mêmes à définir, la diffusion de la ou des langues qui y circulent. Cette communauté peut être publique, un État, une région, un département, une ville, ou privée, une entreprise, une chaîne médiatique, une association, une université.
Une politique linguistique se caractérise donc par son volontarisme. Afin de mieux prendre en compte les notions que nous venons de mobiliser pour définir ce que représente une politique linguistique, il convient de se référer à la figuration que proposait en 2010 Henri Boyer, dans laquelle nous retrouvons les différents paliers qui animent notre matrice opératoire, mais dans un ordre différent, avec entre autres les concepts de planification, d'aménagement du dispositif et bien sûr l'intervention, concepts sur lesquels nous nous pencherons ultérieurement. Mais conformément à l'articulation générale présentée dans notre matrice opératoire, nous allons à présent décliner la notion de politique linguistique sur celle des politiques linguistiques éducatives. La notion de PLE, pour utiliser l'acronyme, connaît un essor considérable depuis les années 1990, dans la mesure où les bouleversements sociétaux enregistrés lors des dernières décennies n'auront pas peu contribué à remettre la dimension éducative au cœur d'enjeux politiques susceptibles d'apporter des solutions aux problématiques linguistiques. Ce transfert qui va du politique linguistique aux politiques linguistiques éducatives était prévisible car d'une manière générale, le fait linguistique est difficilement dissociable du fait éducatif. Ils sont par essence étroitement liés et se nourrissent mutuellement. Concernant la France et l'Europe, on citera 3 temps forts emblématiques où le volontarisme politique éducatif s'est exprimé à grande échelle. Le français fondamental, élaboré au début des années 1950, visait à promouvoir l'enseignement du français à l'étranger et aux populations de l'Union française, pays de l'ex-empire colonial. Il s'agissait là d'une volonté du pouvoir politique de restaurer l'image de la France en améliorant la diffusion de sa langue dans le monde. Plus tard, la construction européenne et son Conseil de l'Europe, instance éminemment politique, auront engendré l'élaboration d'un niveau seuil pour faciliter le vivre ensemble, la communication entre les citoyens des États membres. Et environ 30 ans plus tard, en 2003, la division des politiques linguistiques instituera le cadre européen commun de référence pour les langues, le fameux CECR. La perspective actionnelle qui l'anime nous fait passer du vivre ensemble au faire ensemble. Les politiques linguistiques éducatives convoquent également l'ensemble de la problématique liée à une éducation civique, au plurilinguisme, au pluriculturalisme et à l'altérité linguistique. On comprend dès lors l'envergure et leurs enjeux que nous allons analyser sur le registre de l'intervention. C'est à ce niveau de l'intervention que se prennent les macro-décisions. Selon Louis-Jean Calvé, l'intervention peut se programmer au niveau géographique, international, national, régional et juridique, constitution, loi, décret, résolution, recommandation. Le mode d'intervention peut se réaliser sur le registre de l'incitatif ou de l'impératif. Enfin, le contenu de l'intervention peut porter sur la forme des langues, l'usage des langues et la défense des langues. L'action politique enclenchée par l'intervention induit de fait une planification de la politique linguistique éducative à mettre en œuvre. Cette planification couvre un ensemble de domaines disparates en fonction des contextes linguistiques éducatifs rencontrés. On se référera à la figuration de Henri Boyer qui renvoie aux 2 paradigmes que sont la normalisation, à savoir la planification du statut des langues en présence, et ce qu'il nomme la normativisation, à savoir la planification du corpus d'une langue, codification, standardisation. Pour Robert Chaudenson, la planification définit aussi les modalités et les délais de réalisation des objectifs définis par les politiques linguistiques éducatives. Ce sont les paramètres requis pour nourrir l'étape suivante qui traduira sur le terrain la planification, à savoir l'aménagement. Ce qui caractérise l'aménagement, c'est sans aucun doute son action majeure d'agencement de l'existant, linguistique et éducatif, à la différence de la planification où tout est à construire, même si elle reste aussi, mais à un degré moindre, confrontée à une certaine forme de substrat environnemental. L'aménagement va donc s'attacher à structurer et à traduire l'action de planification qui la précède. Si elle s'appuie également sur une approche théorique préalable à toute forme d'action structurante, modèle et étude de cas, c'est essentiellement une mise en pratique et en adéquation des politiques linguistiques éducatives qui ne peut ignorer ni les contacts avec d'autres disciplines en amont, ni la nécessaire évaluation de ces politiques linguistiques éducatives, comme le fait clairement apparaître le schéma de Robillard, que nous étudierons plus loin. Même s'il s'applique beaucoup plus aux politiques linguistiques en général, il n'en demeure pas moins pertinent pour les politiques linguistiques éducatives. Et si d'aucuns attribuent à l'aménagement linguistique un rôle majeur au niveau du corpus de la langue et du statut des langues,
Nous considérons pour notre part qu'en matière de politique linguistique éducative, son champ d'action privilégié doit se situer au niveau du curriculum. Le curriculum désigne un ensemble de réflexions et d'orientations qui visent à établir un parcours d'enseignement-apprentissage en termes de projets et de finalités éducatives déterminées. Il ne peut prendre sa pleine mesure opératoire qu'avec l'unité minimale incontournable à la réalisation complète des politiques linguistiques et, bien sûr, des politiques linguistiques éducatives, à savoir le dispositif. Il permet, de par sa plasticité et sa flexibilité, de donner corps au projet de politique linguistique éducative en épousant une multiplicité de formats, depuis la formation initiale, où des dispositifs spécifiques sont mis en place pour répondre à des besoins d'intégration sociale et scolaire, comme les UPE2A en France, unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, jusqu'à la formation continue pour adultes, formation tout au long de la vie. Pour conclure cette première partie, nous souhaiterions souligner un aspect très important pour compléter nos analyses. En effet, elles font apparaître un hiatus non négligeable. Il se situe au niveau de ce que Louis-Jean Calvé appelle l'in vitro, à savoir la dimension purement politique dans l'analyse des politiques linguistiques. On peut en effet s'étonner que ce domaine ne soit pas exploré par les sciences politiques, au même titre que les politiques publiques. Car c'est bien dans ce champ d'analyse que politique linguistique et politique linguistique éducative doivent faire l'objet d'études et de recherches. Sur quelle identité et sur quelle légitimité professionnelle s'appuient les responsables politiques pour prendre des décisions aux conséquences parfois très graves en la matière sur le fonctionnement et le devenir d'une nation? Nous sommes là en présence d'une sorte de zone interdite que le sociolinguistique s'empêche ou ne souhaite pas investir, limitant ainsi la portée du travail scientifique en amont. C'est dans ce sens que Louis-Jean Calvé nous propose de distinguer la politique comme un art ou une pratique, et la politologie, c'est-à-dire la science politique, comme la science de ses pratiques. On retrouve cette préoccupation chez les spécialistes du domaine comme Christelle Troncy, qui n'hésite pas à qualifier ce hiatus d'angle mort dans la recherche sur les politiques linguistiques. C'est donc sur cette requête urgente de renouveau épistémologique et de la mise en place d'une véritable politologie que nous concluons cette première partie de notre triptyque de conférence en vous remerciant pour votre attention. Vous voyez donc qu'il y a un renouveau en fait des politiques linguistiques éducatives, ou plutôt même une création en fait du concept de politique linguistique qui commence à s'amorcer probablement dans les années 50, 60, en gros avec les décolonisations, plutôt 60 je dirais, puisqu'à partir des années 60, on va avoir tout un discours par exemple dans les pays africains, sur l'enseignement en langue nationale, donc sur des changements en fait qui portent directement sur les politiques linguistiques et sur les politiques linguistiques éducatives, même si on n'appelle pas ça encore de cette façon-là. Avant, pendant toute la période coloniale, je pense qu'on ne se pose absolument pas la question en fait de la langue, puisqu'on va imposer en fait la langue des colonisateurs, donc comme on l'a dit avant, qui s'impose dans l'esprit des colonisateurs eux-mêmes parce qu'elle est la langue écrite, la langue qui leur paraît légitime, la langue dans laquelle il leur semble qu'on s'exprime clairement, etc., et qu'on exprime des idées valables, ce qui renvoie vers le néant toutes les langues décolonisées. Je veux dire, ce n'est qu'après donc on se rend compte, donc je vous le disais à l'instant, que en fait toutes ces langues éventuellement non écrites sont aussi porteuses d'une culture et sont aussi porteuses d'une richesse énorme. Je veux dire, c'est à partir du moment où les colonisateurs et éventuellement les gens qui sont du prosélytisme religieux, enfin je pense aux pères qui vont évangéliser les populations d'Afrique ou d'Asie ou tenter de les évangéliser, je veux dire, à un moment ou l'autre, ils se penchent sur la culture des gens qui sont en train de changer, qui sont en train d'essayer de convertir ou d'essayer d'asservir, et ils se rendent compte qu'en fait, il y a bien d'autres choses valables et pas seulement leur propre culture écrite, livresque et ainsi de suite. Donc Serge cite ici dans les politiques linguistiques le fait effectivement que dans les années 90 va y avoir une accélération en fait liée à mon sens quand même beaucoup à tout ce qui est Europe en fait, ou communauté supra-étatique.
Et il cite plusieurs travaux qui vont avoir un impact sur notre domaine directement dans le français langue étrangère. Donc il cite tout d'abord le français fondamental dans les années 50, hein, mené par Paul Rivin, qui a été le doyen de l'université de Rabat, entre autres dans l'équipe du Crédif qui a travaillé sur le français fondamental. Alors si le sujet vous intéresse, il y a une très très bonne vidéo où notre collègue, non pas Jean-Claude Béaco, le nom va me revenir, il explique en fait comment c'est fabriqué le français fondamental. Hein, donc le français fondamental dans les années 50, c'est une idée pour donner, l'idée de faire un travail d'enquête scientifique où on relèvera le vocabulaire, les 1000 mots les plus utiles du français dans des corpus authentiques, dans des enregistrements de paroles authentiques de francophones, d'enregistrements de conversation, etc. Donc on va essayer de donner une scientificité en fait au dictionnaire en prélevant les 1000 mots les plus fréquents qu'on va trouver dans des conversations entre francophones. Donc ça a un côté effectivement scientifique, ça a un côté oral, c'est-à-dire qu'on va travailler sur de l'oral, et ça a un côté renouveau en fait par rapport à la culture cultivée en fait, puisqu'on va faire ça sur des conversations authentiques, se relever de lexique. Donc vous voyez, la perspective en fait, c'est de travailler à un français, à une connaissance du français de base, qui soit utile pour tous les francophones. Donc, je veux dire, c'est un peu la période en fait où on prépare les décolonisations en fait, et on va se doter de cet instrument-là pour probablement pour tenter de maintenir le français. Alors, évidemment, on va se rendre compte que c'est pas suffisant, que le lexique, c'est pas la totalité d'une langue. La totalité d'une langue ne tient pas dans son lexique. Il y a aussi de la syntaxe, de la culture, des habitudes discursives, plein de choses qui font ce qu'est une langue. Mais bon, c'est un point de départ. Et d'autre part, on va aussi se rendre compte que quand on prélève les 1000 mots les plus fréquents, en fait, dans des discussions, on va avoir beaucoup de et, de si, etc. De mots donc, qui seront juste des copules ou des petits articulateurs ou des interjections ou des choses pas forcément très utiles, pas forcément très porteuses de sens. Donc on va aller chercher à débarrasser aussi le lexique de ces mots-là pour y mettre des mots porteurs de sens. C'est une anecdote assez drôle en fait. Donc vous savez que les méthodes de français sont basées, les méthodes de français de l'époque de Bonjour Line, de Voix et Images de France, etc. Le lexique employé est basé sur le français fondamental 1 et le français fondamental 2. Et un jour, donc, j'ai un poste comme ça dans une école primaire, j'ai une classe de non-francophones à Paris, dans le 10e. Donc on était une dizaine, j'avais une dizaine de gamins, je n'étais pas très nombreux, c'était une classe très très agréable. J'avais 2 ou 3 ou peut-être 4 élèves d'origine algérienne qui étaient arrivés là à Paris, qui parlaient français déjà, mais pas tout à fait, on les avait mis dans la classe de non-francophones. Parlait quand même assez bien le français dans pas mal de domaines. Et puis un jour, je sors une vieille méthode, c'était pas Voix Images de France, c'était Bonjour Line, justement, avec des films fixes, etc. Donc à ce moment-là, bon, c'est l'hiver, Line rencontre le monsieur avec qui elle échange en général, monsieur qui a un chapeau, qui parle bien le français. Et Line lui dit bonjour monsieur. Monsieur répond bonjour Line. Que fais-tu aujourd'hui? Il fait froid, n'est-ce pas? Line répond oui, il fait froid. J'ai mis mon cache-nez. Et alors là, à ce moment-là, cache-nez, qui est un mot du français fondamental, fait complètement éclater de rire. Enfin, je veux dire, en tout cas, suscite une réaction très vive dans la classe de mes élèves algériens qui disent ah oui, cache-nez, c'est comme ça qu'on dit au bled. Et effectivement, le mot cache-nez, donc pour une écharpe, on n'emploie plus en France, on l'emploie apparemment encore en Algérie, et c'est un mot qui est dans le français fondamental. Donc le français fondamental, première tentative en fait,
de normer un peu l'enseignement du français à travers les travaux sur le lexique. Ensuite, vous allez avoir les travaux du Conseil de l'Europe. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a une division des politiques linguistiques dans le Conseil de l'Europe. On regardera ça de près, comment ça fonctionne. Une division qui a un discours sur ce que c'est que le plurilinguisme, le multilinguisme, qui est en faveur d'une éducation plurilingue. Donc on regardera de près en fait tout cet argumentaire et on le comparera avec un certain nombre d'idées que peut développer Louis-Jean Calvet sur ce que c'est que le politico-linguistiquement correct, le PLC, dirons-nous. Enfin bon, ça va nous faire peut-être un peu beaucoup d'acronymes, disons que le politico-linguistiquement correct, imposé par la pensée en fait autour de la diversité linguistique et de la valorisation de la diversité linguistique. On verra que les choses ne sont pas si simples ni aussi angéliques qu'elles en ont l'air, évidemment, autour de ces questions-là. Donc Serge cite aussi évidemment le niveau seuil, donc pour la France, un niveau seuil 1976, donc une série de recommandations pour enseigner les langues, pour concevoir des méthodes de langue ou des programmes d'apprentissage des langues. Très intéressant à regarder de près un niveau seuil, bon c'est un gros pavé évidemment, qui va recenser un peu tous les actes de parole qu'on doit être capable de produire pour être un communicateur efficace dans telle ou telle situation. Je veux dire, c'est aussi le premier travail qui croise en fait les publics et les besoins avec les domaines et les notions. Donc public, donc évidemment le type de gens qui apprennent le français, donc on va avoir par exemple, je sais pas, les professionnels qui doivent lire de la presse spécialisée en français, les touristes qui arrivent en France, les gens qui fréquentent uniquement les médias français, donc qui écoutent la radio en français ou qui lisent des journaux en français, les gens qui ont des objectifs spécifiques, comme par exemple les médecins qui doivent faire des diagnostics en français, enfin bon, toute une série de publics différents, les élèves qui viennent en séjour linguistique, enfin bon, je veux dire, vous allez avoir toute une série de publics qui vont avoir des besoins légèrement différents, et ça c'est le niveau seuil qui va introduire en fait cette notion de différents publics et de différents besoins. Avant on avait un programme d'enseignement un peu général pour tout le monde, et puis voilà, passé muscade, après tout le monde se débrouillait avec ce qu'il avait appris et enrichissait selon ses propres facultés et ses propres intérêts. Là on va essayer d'être plus précis en fait sur les besoins et sur la réponse aux besoins du public. Autrement, domaine et notion, et là vous voyez que le niveau seuil français, il est très très articulé, très pensé du point de vue linguistique, avec de la théorie de l'énonciation et avec des actes de parole. C'est très intéressant à regarder de près parce que c'est là qu'on va commencer à avoir ces objectifs du genre, des objectifs communicatifs, du genre se présenter, je suis capable de me présenter en français, je suis capable de demander mon chemin en français, donc des actes de parole, des choses qu'on fait avec la langue, qui vont être le programme en fait du niveau seuil. C'est le début de la philosophie, cette philosophie fondée autour de la communication et des actes, qui va se poursuivre avec le cadre européen commun de référence. D'ailleurs, le niveau seuil est l'équivalent d'un niveau B1, les premiers niveaux où on est autonome en fait dans l'apprentissage, pour le cadre européen commun de référence. Ça va être la première fois qu'on essaye d'harmoniser les niveaux à l'intérieur de l'Europe, et ce qui verra en fait un peu son aboutissement, même si bon, il est trop tôt pour, enfin, ce sera certainement encore remis en cause dans les années qui viennent, ce qui va son aboutissement avec le cadre européen commun de référence, où là on a 6 niveaux gradués, et où on a non seulement 4 compétences, mais aussi des compétences en interaction et en médiation, comme on l'a vu dans les vidéos sur l'évaluation et la certification. Donc vous voyez, ça c'est en fait ces deux projets-là, un niveau seuil, puis ensuite le cadre européen commun de référence, puis la réforme du cadre européen commun de référence en 2020, l'année dernière. Donc ces programmes-là d'enseignement, c'est le travail du Conseil de l'Europe et de la division des politiques linguistiques à l'intérieur du Conseil de l'Europe.
Et l'objectif principal est d'harmoniser en fait les systèmes d'évaluation et les discours sur l'apprentissage des langues. Bon, je vais mettre les choses dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, d'abord, les discours sur l'apprentissage des langues. On va favoriser le plurilinguisme, donc que chaque individu soit capable de parler plusieurs langues européennes, d'avoir un portfolio européen des langues, de savoir ce qu'il sait faire avec chacune des langues qu'il parle. Hein. Donc tout ça en vue, évidemment, de construire l'Europe, en fait, de mettre les gens en contact par le biais du langage, hein, je veux dire, donc de montrer que les Européens sont capables de se comprendre, enfin de les renseigner à se comprendre, et montrer qu'ils sont capables de se comprendre entre les Allemands, les Lituaniens, les Français, etc., tous les pays d'Europe, en fait, qu'il y ait une espèce de travail sur l'intercompréhension linguistique avec différents moyens, sans forcément passer tout le temps par l'anglais. Donc vous voyez que le projet de l'Europe, évidemment, là, il est... j'étais en train de lire un article hier assez amusant. On regardera de plus près aussi ça. Vous voyez que le projet de l'Europe, avec la sortie des Anglais actuellement, avec le Brexit, en fait, qui vient de se conclure, hein, là, il change un petit peu quand même. Il va y avoir des choses qui vont se passer et ce sera aussi intéressant d'observer comment tout ça va fonctionner. Je lisais un article actuellement qui disait, ben voilà, le fait que les Anglais sortent de l'Europe est une chance éventuellement pour le français et pour remettre le français comme langue d'intercommunication, comme langue d'intercommunication dans l'Europe et dans les instances européennes. Je ne crois pas que ça se passera comme ça, mais c'était assez amusant de lire cet article, je vous le montrerai très bientôt. Donc vous voyez qu'on a différentes manières d'agir sur les politiques linguistiques. Et que bon, ce qui est intéressant de voir, c'est donc les actions au niveau national, puis ensuite au niveau international, comme les travaux du Conseil de l'Europe. On trouvera des choses certainement plus ou moins similaires ou plus ou moins différentes dans les autres ensembles supraétatiques que peut être par exemple l'ASEAN. J'ai travaillé un petit peu sur l'ASEAN quand j'étais à Bangkok. J'ai travaillé avec l'université en fait. Dans l'université de Chulalongkorn, il y a une branche de Chulalongkorn à Bangkok, il y a une branche de gens qui travaillent, enfin il y a un bureau de l'ASEAN qui vise à créer quelque chose d'un peu comparable aux échanges Erasmus à l'intérieur des pays d'Asie du Sud-Est. Donc vous voyez que ces idées-là, une fois qu'elles naissent quelque part, en fait elles peuvent faire florès dans d'autres pays et que des grands ensembles supraétatiques souvent axés sur l'économie, comme l'ASEAN, comme l'ALENA, etc., peuvent être aussi des moteurs, en fait, pour travailler sur des questions linguistiques et des questions de politique linguistique. Donc ça, ce sera intéressant à regarder de près aussi dans différents grands ensembles supraétatiques. Bon, voilà, je ne voudrais pas être trop long. Je vous ai mis dans le Moodle, en fait, un article d'Henri Boyer. Je vais mettre aussi également un article de Robert Chaudenson, que Serge a cité. Plusieurs articles et interviews relativement simples de Louis-Jean Calvet pour rentrer petit à petit dans la pensée de Louis-Jean Calvet. Hein. Donc, retenez pour cette séance, en fait, donc, les idées de politique linguistique, le concept d'intervention, les concepts de planification, d'aménagement, de curriculum et de dispositif. Hein. Donc vous voyez que c'est un peu ce qu'on va regarder de près, en fait, les idées générales sur les politiques linguistiques, comment on intervient et comment on planifie quelque chose pour modifier une situation linguistique, que ce soit sur le plan du corpus, ou sur le plan éducatif, hein, comment on planifie une réforme éducative, ça c'est un gros travail, heureusement on a des modèles déjà, comment on aménage une situation existante, comment on travaille sur les curriculums aussi dans les politiques linguistiques éducatives, ça c'est un énorme boulot aussi évidemment de concevoir les programmes éducatifs et ça va évidemment avec des implications directement politiques.
un point de vue sur la science, point de vue sur la laïcité, point de vue sur la démocratie, évidemment, quelles sont les connaissances qu'on enseigne, comment on conçoit l'élève ou l'apprenant. Donc il y a plein de choses dans un curriculum qui sont passionnantes à observer. Et les dispositifs, donc la manière dont tout ça va se traduire dans des organisations. Donc là, Serge donnait par exemple l'exemple des UPE2A, donc qui vont viser donc, des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, hein, donc les endroits où on va accueillir les enfants qui arrivent en France et qui ne parlent pas français pour les intégrer dans le système scolaire. Là, c'est un dispositif particulier. Et on verra, donc là, bon, ça concerne les enfants qui arrivent après l'âge du CP, en fait, puis jusqu'à l'âge du secondaire, et que donc on essaie d'intégrer, qu'on inscrit dans une classe qui correspond à leur classe d'âge, par exemple un CE2, un CM1, et puis on essaye, dans le cadre de l'UPE2A, de leur apprendre le français pour qu'ils puissent rattraper le niveau de leur classe correspondant à leur classe d'âge. Vous verrez que ces processus d'intégration sont très différents selon les pays dans lesquels on arrive. Et par exemple, selon les États des États-Unis, c'est également très très différent. On en parlera en détail. Voilà, donc politique, linguistique, intervention, planification, aménagement, curriculum et dispositif. Enregistrez ces termes-là et commençons à travailler dessus. Merci beaucoup.